Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live Facebook des temps de jardin. On est très heureux de vous retrouver nombreux, on espère, pour parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant qui est les oiseaux du jardin. Comment est-ce qu'on peut les aider à l'approche de l'hiver? Et pour parler de ce thème qui plaît à beaucoup de personnes, on a le plaisir d'accueillir Estelle Vessière. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Alors Estelle vient de la LPO Île-de-France. LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux qui fait beaucoup d'animations autour des oiseaux. Estelle, justement, tu peux nous présenter en quelques mots tes actions et puis ce que tu fais au sein de la LPO? Ouais, donc la LPO, donc une association qui a plus de 100 ans maintenant de protection de l'environnement en France, et donc on fait plein de choses, notamment beaucoup d'animations dans les écoles, des sorties également ouvertes au grand public. Vous pouvez nous retrouver sur beaucoup de stands aussi lors d'événements divers et variés. Donc voilà, donc pour parler oiseaux, mais pas que. Mais ce soir, je crois qu'on va se concentrer sur les oiseaux. Absolument, absolument. On va parler des oiseaux. Alors, vous êtes, on le sait, surtout depuis le confinement où vous avez eu le plaisir d'entendre le chant des oiseaux dans vos jardins ou sur le bord de votre fenêtre. Alors, on va s'intéresser à des espèces qui sont parmi les plus communes dans nos jardins avec Estelle. On va vous les décrire et puis ensuite, on va voir comment on peut faire pour les aider, pour les nourrir et pour faire en sorte qu'ils passent l'hiver le moins pire possible, on va dire, voilà, et qui continue à animer nos jardins. Alors, Estelle, on peut parler je pense que c'est le préféré de tous les jardiniers, c'est le rouge-gorge, je crois que c'est le préféré, vraiment. Oui, c'est ça, des jardiniers et pas que. C'est vrai qu'on le reconnaît facilement avec le orange qui lui fait vraiment sur le plastron et puis une partie de la tête, on le reconnaît facilement. On dit que c'est l'ami du jardinier parce qu'il vient souvent gratter derrière les vers de terre quand vous retournez la terre. Donc oui, je crois qu'on le connaît bien. Il est très territorial, donc vous le retrouverez souvent tout seul dans votre jardin. Mais pendant l'hiver, on le voit bien, il gonfle souvent ses plumes et c'est vrai qu'il plaît bien. Et puis en plus, il est super photogénique. Oui. Si on a la chance d'en avoir dans son jardin, c'est chouette de faire des photos. Après, il y en a un qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on voit peut-être moins fréquemment, mais qui a un charme fou, je trouve. Alors on a fait la liste ensemble, c'est le chardonneret élégant. Rien que le nom, ça fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chardonneret élégant? C'est ça, donc le chardonneret élégant, donc on le retrouve beaucoup dans les jardins, on le voit beaucoup l'hiver, ce qui vient beaucoup à la mangeoire, et surtout on le reconnaît parce qu'il a un masque rouge autour du bec, et vraiment un rouge qui peut être très vif, donc on le reconnaît bien et on le voit beaucoup l'hiver. Donc celui-là, oui, il est emblématique des jardins l'hiver. Alors, je précise pour les personnes qui nous suivent, hein, donc sur notre Facebook. Alors, nous, on n'a pas le retour du chant, mais je crois qu'en coulisses, nos amis vous ont concocté une belle préparation, une belle présentation avec à la fois les photos des oiseaux dont on vous parle, ainsi qu'un extrait d'un chant d'oiseaux enregistré et proposé par la LPO. Donc, bon, on a envie de se taire, mais en même temps, il faut qu'on avance, mais essayez de repérer un petit peu le chant de ces oiseaux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et merci à la LPO pour ce petit clin d'œil. Alors donc, on l'a dit, le chardonneret, donc il a ce masque rouge qui est frappant. Il a aussi, je crois, des plumes jaunes, c'est ça? Oui, sur une partie du corps. Il a des couleurs, oui, et souvent quand vous l'avez vu et que vous l'avez bien dans l'œil, vous le reconnaissez ensuite assez facilement. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Alors après, on peut enchaîner sur la grande famille des mésanges. Alors il y en a plusieurs, on va pas toutes les présenter. Je crois que la mésange bleue, c'est vraiment la plus populaire, la plus facilement reconnaissable. Oui, la mésange bleue, comme son nom l'indique, avec des plumes bleues. Donc oui, celle-ci, on la croise beaucoup aussi dans tous les jardins, en ville ou à la campagne. Elle vient aussi beaucoup aux mangeoires, et puis on peut aussi installer des nichoirs pour les mésanges bleues. Donc celle-ci, ouais, on la reconnaît facilement. Et puis elle est toute mignonne, toute petite. On a envie de la prendre dans les mains, de lui faire des petites caresses sur le plumage. Petite question, on n'a pas vu ça, mais globalement, tous ces oiseaux qu'on voit dans nos jardins, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont là à l'année, en quelque sorte? Ou est-ce qu'il y en a certains qui migrent vers des contrées un peu plus hospitalières quand vient l'hiver? Non, là, ceux dont on a et dont on va parler, on les voit quand même toute l'année. Certains vont être migrateurs partiels. Donc certains vont partir, mais là, les espèces dont on parle, on va pouvoir les observer toute l'année, plus facilement l'hiver, parce que les feuilles n'ont pas d'arbres et que les mangeoires aident, mais sinon, ils vont être présents toute l'année. D'accord. Alors, on a dit la mésange bleue, on l'a entendu, elle a un chant très mignon aussi. Une autre mésange avec une petite tête noire, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là? Oui, la mésange charbonnière. Donc
qui est une des plus communes, oui. qu'on croise facilement. Il y a d'autres mésanges avec des plumes noires, mais celle-ci, vraiment, pareil, on va la croiser dans tous les jardins. Elle va venir très facilement à la mangeoire aussi, donc celle-là, c'est vraiment celle qu'on voit, qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'on a il y a une répartition géographique de ces espèces d'oiseaux, où ils sont présents à peu près partout en France? Là, ceux dont on parle sont présents un peu partout en France. Oui. Ouais. Voilà. Et y compris en zone de montagne, enfin jusqu'à une certaine altitude, j'imagine. Mais globalement, on les voit à peu près partout. Oui, là, c'est des oiseaux communs qui sont dans les jardins à peu près partout. Oui. Et puis aussi dans les villes, j'imagine, parce qu'on a parfois le bonheur d'en voir en ville aussi. Oui, oui. C'est bien de le préciser. Alors, il y en a un qui fait un petit peu rêver, qu'on connaît moins, c'est moi, le pinson des arbres, j'aime bien, mais j'en ai jamais vu, malheureusement. Alors, on le voit de la même manière, on le voit beaucoup l'hiver. Sur les mangeoires, il s'approche un peu plus facilement. Le mâle, on le reconnaît parce qu'il est un peu plus coloré. C'est celui qu'on voit. En revanche, la femelle, elle est un peu plus terne, un peu plus marron, donc on peut plus facilement la confondre. Mais sur les mangeoires, normalement, si vous ouvrez bien les yeux, ils sont là et en grand nombre souvent autour des mangeoires. Et tout ce petit monde peut arriver à cohabiter. On arrive à trouver ces espèces un peu mélangées sur des mangeoires. Oui, complètement. D'accord. On en reparlera avec la disposition des mangeoires, mais oui, on peut tous les retrouver plus ou moins ensemble sur les mangeoires. Ouais, on a dit que le rouge-gorge défendait un peu son territoire, du coup il a tendance un peu à chasser les autres, non? Non, il défend son territoire lors de la reproduction. Lors de la reproduction. Ouais, pas forcément sur la nourriture, d'accord. Alors après, il y en a un autre qu'on entend un peu parfois gratouiller les feuilles sous les haies d'arbustes et autres, alors c'est le célèbre merle noir. Ouais, qu'on connaît bien, qui se reconnaît facilement, notamment le mâle avec le bec qui est souvent bien orange, la femelle de la même manière un peu plus marron, un peu plus terne, mais lui est un peu plus gros et oui, lui on le voit aussi creuser la terre aussi l'hiver et c'est un oiseau qu'on retrouve dans beaucoup de jardins. D'accord. Et on va finir alors avec un oiseau qu'on aime plus ou moins, qu'on voit sur nos terrasses de café en ville notamment, et pas qu'en ville d'ailleurs, qu'on voit partout, c'est le fameux piaf, quoi. C'est le moineau, c'est le petit moineau. Le moineau domestique, qui a ces populations qui se portent pas très bien. Notamment à Paris, là, une étude qui a été menée, c'est moins 75% en 13 ans. Donc c'est énorme. On s'en rend pas compte parce qu'ils sont tout le temps en groupe, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Et finalement, il y en a de moins en moins. Donc voilà, il fait aussi partie des oiseaux qu'on croise facilement et en effet surtout en ville. Et tu dis que la population est en baisse à Paris, on en connaît les causes? Ouais, c'est beaucoup de choses qui se rejoignent, mais il y a eu l'utilisation de pesticides par exemple, et le fait en fait que le moineau très souvent va nicher dans les trous de bâtiments. Et donc les bâtiments anciens, on a tendance à boucher les trous, à les rénover, et on construit maintenant beaucoup de bâtiments en verre, donc sans trous. D'accord. Et sachant que le moineau, lui, niche en colonie, il lui faut plusieurs trous pour que tous les couples nichent. Donc voilà, vu qu'on a tendance à boucher les trous, il n'a plus trop d'endroits où nicher en ville. Mince. Donc ils sont peut-être partis un peu ailleurs et c'est... Oui, où ils se reproduisent moins et les populations. C'est triste, d'accord. Ouais. Un petit message, mais ville de Paris, laissez-nous quelques trous, voilà, ou installer des nichoirs. Je sais pas si vous y travaillez, j'imagine, au niveau de la LPO. Alors bon, là on a fait un panorama très rapide de ces quelques oiseaux. On commence à avoir quelques questions. On va y venir, surtout la nourriture. Je vois qu'on a en direct quelques questions sur les boules de graisse et autres. On va justement parler de la nourriture. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut vraiment donner aux oiseaux sans que ce soit risqué pour leur santé, en fait, et que ça vienne les nourrir suffisamment? Ouais, alors je pense qu'on connaît pour beaucoup les boules de graisse, donc qu'on trouve soit toutes faites qu'on peut faire ou on peut faire soi-même, on va en discuter, mais donc on a celles qui sont toutes faites dans les magasins, donc ça on peut leur donner. On essaye juste d'éviter celles qui ont une composition avec de l'huile de palme pour des raisons écologiques. Donc voilà, donc boules de graisse, donc du gras, des graines, donc soit des mélanges de graines, soit on peut donner par exemple des graines de tournesol. Les mésanges souvent elles en raffolent. Elles vont même trier quand c'est un mélange. Donc des graines de tournesol, des cacahuètes, mais attention, il faut juste que ce soit pas salé, pas grillé. C'est pas celle que nous on consomme. C'est vraiment des choses. Donc on garde celle de l'apéro pour nous, et on leur donne d'autres graines. C'est ça. Pas grillé, pas salé. On peut donner autre chose que des graines?
Oui, si vous avez des fruits un peu flétris, un peu abîmés, plutôt que de les jeter, les couper en morceaux et pareil, les donner. Donc ils vont picorer là-dedans, prendre un petit peu de vitamines, un petit peu de... Oui, c'est ça. On peut tout à fait les mettre plutôt que les jeter. C'est vrai qu'en plus, ça évite de les jeter. D'accord. Donc pommes, poires, enfin de saison. Les agrumes, peut-être pas trop, plutôt... Non, pas trop. Plutôt pommes, poires. Ouais. Et puis de saison, oui, en effet. Amandes, noisettes, tout ça, on peut donner. Toujours non grillé, non salé, non sucré. On les brise un petit peu pour tout ce qui est amandes, noisettes, pas nécessairement. Ils savent faire normalement. On peut, mais non, ils ont un bec et ils s'en servent. Ils savent s'en servir. En tout cas, ceux qu'on a présentés savent s'en servir. Alors, en revanche, on commet, j'en suis certaine, on commet tous des erreurs. Des fois, on secoue la nappe par la fenêtre en se disant bon, ils vont manger les miettes de pain, les miettes de gâteau ou autre. Ça, je crois que c'est pas top, c'est ça. On évite. On évite le pain, on évite les gâteaux, on évite tout ce qui va être un peu transformé parce que ça va être salé et parce que c'est pas des aliments qui sont prévus pour le système digestif en fait des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ça gonfle dans l'estomac? Ça peut amener des maladies aussi pour certains. Ah oui. Notamment, bon, ça fait pas partie des espèces dont on a parlé, mais les corneilles souvent ont des plumes blanches, on voit. Oui. Et ça, c'est parce qu'elles mangent mal, elles s'alimentent mal et du coup, c'est une carence. Ah oui. Donc voilà, ça peut amener des choses aussi comme ça. Donc on évite dans l'idéal tout ça. C'est pas dramatique s'il picore une ou deux miettes de pain, mais il vaut mieux éviter. Mais on met pas de gros bouts de pain à disposition. D'accord. Ça, on évite. Tout ce qui est riz, ça peut faire penser à des graines. On donne pas. Non, pareil, on évite. Riz, pâtes, tout ça, on oublie. Ouais. Oui, c'est transformé. C'est pas le système digestif est pas fait pour. Autant donner des graines, c'est bien mieux. Alors, je pense qu'on a répondu aux questions sur les boules de graisse, parce que je vois qu'il y a quelques questions, effectivement, sur le sujet. Alors, il y a une personne qui pose la question, je ne sais pas si, Estelle, tu as la réponse. Est-ce qu'on peut leur donner des poils de nos animaux, chiens, chats, et à quelle saison? C'est une question de Maude Madeleine Hartz. Alors, oui, mais on s'éloigne un peu du sujet, parce que ça va être plutôt pour les nichoirs, pour faire les nids. Oui, donc oui, on peut. Ça ne servira pas de nourriture, mais plutôt pour faire les nids. D'accord. Donc ça sera plutôt au printemps? On peut leur mettre à disposition l'hiver, mais au printemps, oui. D'accord, très bien. Alors on revient à notre sujet sur la nourriture. Donc maintenant qu'on a vu à peu près ce qu'on pouvait leur donner, je crois qu'on avait dit pas de lait aussi, il me semble. Non, ce qu'on pas a de lait. Préparé, on reparlera, mais c'est que de l'eau. De l'eau, uniquement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on sait à peu près ce qu'on peut leur donner, à quel moment est-ce qu'on peut les aider en les nourrissant, justement, en apportant ce petit plus? Alors, souvent, pour donner une période, on dit de mi-novembre à mi-mars. Évidemment, ça dépend des températures. À ajuster en fonction des températures et des régions, parce que des fois il fait un peu plus chaud dans le sud, mais on essaye de le faire quand les températures tournent autour de 0, quand le sol va commencer à geler. Là, on peut commencer à le mettre. On pense bien à continuer tout au long de l'hiver. Quand on commence, on fait tout l'hiver et jusqu'à ce que la température remonte un peu, donc début mi-mars. Donc on poursuit tout le temps, on n'interrompt pas, ça c'est important, c'est ça. Et pour ceux qui auront envie de donner le reste de l'année, il vaut mieux éviter, quoi. C'est ça. Oui, on essaye d'éviter pour éviter en fait une dépendance, tout simplement des oiseaux. Qui risquent ensuite de savoir uniquement venir se nourrir à la mangeoire. Notamment pour les jeunes qui vont naître au printemps, il faut aussi qu'ils apprennent à se nourrir plus naturellement, c'est ça. Et surtout que plusieurs des oiseaux qu'on a présentés se nourrissent de graines l'hiver, parce qu'il n'y a plus d'insectes, mais ont une alimentation insectivore au printemps. Oui, donc notamment, les insectes prennent le relais, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Notamment parce qu'ils ont besoin de protéines pour nourrir les petits. Et pour éviter également la diffusion de maladies sur les mangeoires durant l'été avec la chaleur, c'est un peu plus propice. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire vraiment dans la période où c'est compliqué pour eux de se nourrir. Alors on avait une question que j'ai vu passer, on en a plusieurs sur les boules de graisse. Petite chose, on parle de ces boules de graisse entourées de filets, on en voit dans le commerce. Je crois que c'est pas tout à fait recommandé pour les oiseaux, les filets. Le filet, oui. On évite les boules de graisse, c'est très bien. Le filet, si on peut, on l'enlève. Parce qu'on a eu des retours d'oiseaux piégés en fait dans ces filets qui n'arrivent pas à en sortir. Donc et puis après, souvent ça peut s'envoler, polluer. Donc on évite les filets. D'accord. Donc si vraiment on peut en trouver sans filet, c'est bien. S'il y a des filets, on peut les retirer également. Et puis sinon, on les fait nous-mêmes. C'est ça l'idée. Et ça me fournit un super enchaînement parce qu'on va vous concocter une petite recette, non pas pour nous, mais pour nos amis les oiseaux. Alors Estelle, qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? On passe à table. Alors une petite boule de graisse.
faite maison. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, on a un peu de margarine. Alors, la margarine, je ne sais pas, voilà, la belle margarine qu'on a mise un peu à température ambiante. C'est ça. Et puis, un mélange de graines, hein, ça a été acheté dans le commerce. Des graines, oui, on en trouve plein. Hein. Bio, pas bio, ça a une importance? Bio, c'est meilleur parce que c'est mieux, mais pour nous, en tant que consommateurs, c'est mieux d'acheter bio. On va dire. Voilà, c'est ça. Par exemple? Pour les oiseaux, il n'y a pas franchement d'importance, mais c'est vrai qu'on préfère des graines bio quand c'est possible. D'accord. Alors, à vous de jouer. À toi de jouer. Alors, c'est tout simple et vous pouvez le faire avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt sympa. En fait, on met les graines dans le saladier. On s'assure qu'elle est bien malléable. Donc, soit à chauffer un peu entre les mains, soit à mettre chauffer un peu avant. Et puis ensuite, tout simplement, on va tout mélanger. Donc après, ce qui est bien quand vous les faites vous-même, c'est que vous pouvez faire différentes tailles. Ah bah oui. Vous pouvez ajuster. Là, j'en ai pas pris, mais vous pouvez mettre aussi de la ficelle. Ah oui. Directement. Et comme ça, ensuite, vous pouvez suspendre. Et ça va reprendre directement? Il faut la mettre au frigo après, par exemple, un petit peu? Oui, tout dépend de la température ambiante. Mais voilà, on peut la mettre quelques minutes au frigo, le temps que ça... D'accord. Ça refroidisse un petit peu. Et si possible, de la disposer dans un endroit peut-être à l'ombre, parce que c'est vrai qu'avec le soleil, ça peut aussi fondre. D'accord. Alors, on a une question, toujours, on a beaucoup de questions sur les boules de graisse. Décidément, on a Marco qui nous dit quelle quantité de boules de graisse on met, est-ce que c'est important, et est-ce qu'on doit en remettre dès qu'elles sont consommées? Alors, donc comme on le disait, quand on commence à nourrir, on essaye de continuer. Il ne s'agit pas non plus de mettre 15 boules de graisse par jour. On évite aussi les trop grandes quantités. Grosso modo, tout dépend de la quantité d'oiseaux et de la taille du jardin, mais on essaye une fois par jour, si c'est vide, de remettre à manger. Alors, pendant qu'Estelle finit de malaxer sa boule de graisse, qui est superbe, et voilà le résultat. C'est rapide. Alors, j'en profite, et pendant qu'Estelle va se laver les mains pour poursuivre ce live, j'en profite pour vous annoncer qu'on a donc prévu un petit concours pendant ce live. Je vais vous poser maintenant une question très simple, et puis vous pouvez y répondre dans les commentaires, et à la clé il y aura donc un tirage au sort pour une personne, et le regagnant remportera un abonnement d'1 an à notre magazine Des Temps de Jardin. Donc vous avez ici le numéro qui sera en kiosque demain, donc voilà la couverture du numéro que vous allez retrouver demain chez vos marchands de journaux. Donc le gagnant remporte cet abonnement d'1 an à notre magazine. Alors si vous avez bien écouté tout ce qu'on vous a expliqué, tout ce qu'Estelle vous a expliqué sur les principales espèces du jardin tout à l'heure, elle a parlé d'un des oiseaux et elle a dit qu'il avait un masque rouge très caractéristique, donc rouge autour du bec. Est-ce que vous pouvez donc nous dire quel est cet oiseau qui porte un masque rouge? Donc vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre dans les commentaires sur Facebook, et nous tirerons au sort le gagnant à la fin du live, et vous aurez le nom du gagnant en direct. Voilà. Alors en tout cas, je pense qu'ils vont se régaler, les oiseaux. C'est top. Donc effectivement, si on a une ficelle, c'est encore mieux. On peut l'accrocher directement à l'arbre. Et puis sinon, il y a les graines, il y a les boules de graisse, il y a tout ce qu'on a dit, les fruits. Et il faut pas oublier que ce qui est quasiment tout aussi important, c'est tous les végétaux qu'on peut planter dans le jardin. Alors, il y en a plein. Ça va des plus grands arbres aux petits arbustes. Alors, on va en citer que quelques-uns. Il y a une liste très, très complète, je tiens à le préciser, sur le site de la LPO, lpo.fr. Vous avez vraiment une liste par type de plantes, de tout ce que vous pouvez installer dans votre jardin pour faire plaisir aux oiseaux, pour qu'ils se nourrissent, mais aussi pour qu'ils nichent, bien évidemment, puisque c'est les nichoirs, tout trouvé pour eux. Alors on peut citer par exemple parmi les grands arbres l'érable, le frêne, vous avez aussi le saule, l'aubépine, le houx, le noisetier, le sureau, le fusain, le prunelier. Enfin voilà, on va des plus grands aux plus petits. Évidemment, tous ces arbustes qui ont des petites baies, je pense qu'ils adorent les picorer, c'est évident pour eux, ça leur fait un pendant compliment. l'hiver, avant qu'on les nourrisse, c'était les baies qui leur permettaient de passer l'hiver. D'accord, alors je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur les questions. Alors je vois que quelques personnes commencent à répondre à notre jeu concours. Alors bon, il y a des félicitations pour les boules de graisse, bravo. Alors, ce qu'on peut faire, je vais regarder quand même. Alors les poils d'animaux, on y a effectivement répondu. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est une fois qu'on a dit un petit peu tout ce qu'on pouvait leur donner à manger, il faut voir comment on le met à leur disposition. Oui. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait au niveau des mangeoires? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, les mangeoires, déjà, il en existe différents types. Alors, je crois que vous en avez apporté quelques exemplaires. J'en ai 2 exemplaires. C'est pas exhaustif, mais il en existe plein d'autres modèles. Donc, notamment, par exemple, ceux-ci, donc dans lesquels soit des graines directement, soit il en existe un peu du même format où on peut mettre directement les boules de graisse. Des choses toutes simples aussi comme ça, donc soit des petites boules de graisse, soit des bouts de fruits, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, à suspendre simplement dans l'arbre. Et puis ensuite, il va exister des mangeoires un peu plus type plateau, où les oiseaux vraiment vont pouvoir se poser dessus. Donc ça va être un plateau sur un pied. Donc là où on va attirer plus d'espèces, notamment celles qui peuvent se poser. Et donc les mangeoires, l'idéal c'est de les disposer dans un endroit en fait où les oiseaux ont une vision large, notamment en cas d'approche de prédateurs, un endroit où ils puissent se voir. Et pour s'envoler à temps, on essaye d'éviter dans la mesure du possible de mettre les mangeoires à proximité de fenêtres pour éviter les collisions. Si l'oiseau doit s'envoler rapidement, il peut dans la précipitation se cogner contre la vitre, donc on essaye d'éviter. Donc vraiment un endroit en fait où il peut être en sécurité, parce que quand il va être en train de manger, il va être un peu plus vulnérable par rapport aux prédateurs. Donc vraiment un endroit où il va pouvoir voir et s'assurer que tout est OK avant de manger. Alors ces mangeoires, il y en a plein. Hein. Elles sont disponibles sur le site, la partie boutique du site de la LPO. On en trouve plein, alors en métal, en bois, etc. On peut un peu les customiser. Je crois aussi qu'on peut en fabriquer soi-même. Hein. C'est le côté un peu récup. Oui. Si on est bricoleur. Il y a plein de tutos qui existent sur Internet de plans pour fabriquer soi-même ces mangeoires. Et puis l'idée, c'est d'en disséminer un peu partout et de différentes sortes pour essayer de faire plaisir au maximum d'espèces différentes qui se nourrissent soit sur une mangeoire suspendue, soit sur une mangeoire plateau. Il y en a aussi qui viennent grignoter au sol, hein, je crois, qui viennent picorer au sol. Oui, notamment les plus gros d'entre eux, les pigeons, les pies, tout ça, les tourterelles vont plutôt venir au sol. Ils pourront pas se percher, en fait, là-dessus. Là, tu seras plutôt les mésanges. Donc voilà, les mangeoires plateaux permettent à tous d'accéder à la nourriture et on essaye de les disperser un peu partout dans le jardin pour éviter les trop gros attroupements d'oiseaux. L'idée de jeter comme ça des graines dans le jardin, c'est une idée intéressante ou finalement c'est contre-productif, ça va se perdre au milieu de la pelouse par exemple? Ça risque de se perdre, ça peut germer et ça peut attirer aussi des rats par exemple selon les endroits. Ah oui, donc c'est pas une bonne idée. Donc non, on essaye plutôt de privilégier les mangeoires, quitte à devoir nettoyer en dessous de temps en temps, mais ce sera moins partout que si on... D'accord. Alors sur le quand et comment les installer, par contre, on est d'accord, on les met quand c'est le bon moment, c'est ça? Oui, c'est important. Oui. D'accord. Puis on les nettoie bien et on les enlève au printemps quand on... D'accord. Avant de les ranger. Vous pouvez encore participer à notre jeu concours pour gagner un abonnement d'1 an à Détente Jardin. Donc la question c'était quel est l'oiseau qui a un masque rouge dont on vous a parlé au début de ce live. Et on continue sur les mangeoires. Alors tu l'as déjà évoqué, Estelle, c'est important de les nettoyer pour éviter le développement des bactéries, puis les fientes, etc. Qu'est-ce qu'on utilise pour ce nettoyage ? Alors, on recommande déjà de les nettoyer durant la période de nourrissage 1 fois par semaine, ou plus si on sent que c'est nécessaire. Donc là, ça peut être juste de l'eau et puis histoire d'enlever les fientes ou les graines qui commencent à germer ou à pourrir. Donc là, c'est un nettoyage assez rapide, mais qui est essentiel pour éviter les maladies. Et puis à la fin de la période de nourrissage, à ce moment-là, utiliser de l'eau savonneuse, notamment, avec quelque chose qui gratte pour nettoyer un peu plus en profondeur. Bien laisser sécher avant de le ranger, surtout s'il est en bois. Et puis voilà, le stocker dans un endroit sec et pas trop chaud durant l'été jusqu'à l'automne suivant. C'est ça. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé nourriture, mais il y a l'eau aussi qui est indispensable. Et là, pour le coup, toute l'année, si j'ai bien compris. Oui, l'eau, c'est toute l'année. Toute l'année. Comme nous, ils ont besoin de boire. De boire et de se nettoyer, notamment des parasites. Certains prennent des bains. Donc voilà, donc l'eau c'est toute l'année. Ça peut être tout simplement dans des petites coupelles qu'on met habituellement sous les pots des plantes. Ça peut être des assiettes un peu creuses, enfin voilà, toutes sortes de choses possibles. Vous pouvez en faire des petites tailles, des plus grandes tailles. Et de la même manière, on essaye quand on peut de changer l'eau quotidiennement. Notamment l'été pour éviter la prolifération des maladies. Et puis voilà. Et en hiver, si ça gèle, qu'est-ce qu'on fait? On casse et on remplace. Voilà.
Pour une petite astuce qui peut aider quand il fait pas encore trop froid, c'est simplement de mettre un bâton sur la surface pour que ça fasse du mouvement, éviter que ça gèle trop vite. Ça empêchera pas de geler s'il fait très froid, mais... L'idée de verser une bouilloire d'eau chaude directement le matin dans la coupelle, s'il a gelé, c'est bien, c'est pas bien Pour nettoyer, on peut, mais ensuite on remet de l'eau claire tempérée. Et on n'utilise surtout pas de sel ou d'antigel ou quoi que ce soit pour éviter que ça gèle. Parce que voilà, les oiseaux vont boire dedans, donc il faut que ce soit de l'eau complètement toxique. On oublie quoi. C'est de l'eau claire et c'est tout. D'accord. Alors on a parlé de l'eau, donc on leur a dit qu'on leur donnait à boire. Donc là, on les chouchoute. Hein, ces oiseaux, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on s'occupe d'eux. Et puis il y a un point important, c'est on a parlé des rebords de fenêtres parfois. On a tendance à vouloir les observer de près, du coup on a tendance à vouloir tout disposer près des fenêtres et malheureusement parfois ça arrive, les oiseaux se cognent aux fenêtres et puis on a des petits accidents qui font parfois des blessés, voire pire. Je crois que là on a des petites astuces pour éviter ce genre d'accident en fait. Oui, c'est ça. Donc pour éviter, on a des systèmes, ce qu'on appelle anti-collision, qui sont des autocollants. Voilà. Donc forme oiseau ou plein d'autres formes. L'idée c'est simplement de les mettre sur les vitres et en fait pour éviter que les oiseaux pensent qu'il n'y a rien et par le jeu de transparence, ils vont apercevoir des silhouettes et se dire là je passe pas. Une forme. Et du coup ils vont comprendre qu'ils peuvent pas passer. Donc il en existe plein de modèles, des colorés, des pas colorés. Et puis après quand c'est un peu plus urgent ou que on peut aussi fermer les rideaux en solution un peu d'urgence ou voilà. Mais l'idéal c'est d'installer ce genre de choses pour que les oiseaux comprennent. C'est plutôt décoratif, je trouve, c'est assez chouette et ils sont aussi comme les mangeoires, ils sont sur la boutique de la LPO. Alors je regarde côté question. Oui, alors on nous demande, c'est Maud qui nous demande, placer une mangeoire sous un arbre, c'est plus safe ou au contraire c'est plus dangereux par rapport aux chats notamment? Ouais, alors tout dépend comment est fait l'arbre. On évite de mettre la mangeoire trop près du tronc, parce que notamment les chats vont grimper. Et puis si on peut, le plus dans un endroit dégagé, que si jamais un chat arrive, parce que malheureusement il n'y a pas d'endroit où les chats n'ont pas accès ou difficilement, mais c'est que vraiment l'oiseau ait le temps de le voir arriver, donc pas trop coller au tronc quand on peut, pour éviter que ce soit trop accessible aux chats. D'accord. On voit parfois des personnes des propositions de mettre des anneaux métalliques autour des troncs d'arbres pour empêcher les chats de grimper. Je sais pas si la LPO propose. Si, c'est des systèmes qui existent, qu'on propose. Il y a aussi des systèmes d'équiper le chat directement avec une clochette. Il y a plusieurs choses qui existent pour ça. Mais quand c'est pas son chat, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais l'idée c'est vraiment d'essayer de se mettre dans la tête de l'oiseau et que lui, de là où il est, il puisse vraiment avoir une vue globale de ce qui l'entoure. D'accord. Est-ce qu'il y a la guerre? On n'a pas trop parlé de ces gros oiseaux, on les a abordés, tout ce qui est pigeons, tourterelles ou autres. Ils se font la guerre entre tailles d'oiseaux dans le jardin ou pas? Ou ils cohabitent gentiment? Globalement. Ils cohabitent après sur des mangeoires. Des fois, quand les plus gros vont arriver, ça va faire fuir les petits. C'est pour ça qu'il y a ce type de mangeoire où là, c'est vraiment que les petits. Et c'est pour ça qu'on disait de varier un petit peu les types de mangeoires. Une guerre, je sais pas si c'est une guerre, mais après, oui, les gros peuvent déranger les plus petits. C'est des retours qu'on a aussi de temps en temps. Avec les pies aussi, des fois, qui vont être un peu plus agressifs que les pigeons. Mais c'est pour ça qu'il y a ce type de mangeoire, en fait, où que vraiment les mésanges ou les espèces qu'on dit acrobates vont pouvoir se percher. Et du coup, voilà. Alors, je crois que on peut développer un tout petit peu, mais il y a quelque chose qui est très intéressant à la LPO. Il y a ce qu'on appelle les refuges LPO, et ça, c'est à la portée de tout le monde, y compris des particuliers. Est-ce que on peut expliquer le principe de, je veux que mon jardin devienne un refuge LPO. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste, en fait? Donc le programme des refuges LPO, donc il existe pour les particuliers, donc jardin ou balcon. Et en fait, il consiste à ce qu'on appelle classer son jardin en refuge LPO et donc s'engager à protéger la biodiversité qu'on dit ordinaire, qui est celle qu'on a dans les jardins. Donc il y a un petit kit qui est envoyé quand vous vous inscrivez pour commencer avec notamment un nichoir. Donc, on n'a pas parlé, mais il y a un petit nichoir. Et puis ensuite, comme ça, en fait, ça permet de faire partie du réseau des refuges LPO et de pouvoir avoir accès à plein d'informations, des réunions, des journées de rencontres, tout ça sur le sujet. Donc c'est pas que oiseaux, c'est la biodiversité dans le jardin ou sur le balcon en général.
Et voilà, ça permet aussi, c'est le plus grand réseau de jardins écologiques en France. On sait combien il en existe, ou tu as l'idée? Oui, alors après les refuges, il en existe pour les particuliers, aussi pour les entreprises. Et au total, je crois qu'on frôle les 50 000 refuges LPO en France. Ah, c'est pas mal. Donc, si vous voulez des renseignements, allez sur le site de la LPO.fr. Alors, on a une question de Jean-Jacques qui nous dit: est-ce que l'eau de pluie est à éviter sur les graines et oblige à les protéger? Alors, ça peut les faire pourrir. Oui. Ça peut. C'est pour ça que j'en ai pas, mais des fois, on a des mangeoires qui ont des petits toits où c'est, voilà. Là, dans ce système-là, par exemple, c'est pareil, c'est protégé. Donc ça peut en effet les abîmer. C'est pour ça qu'on préconise de nettoyer régulièrement et comme ça, notamment en cas de pluie, d'évacuer tout ce qui est humide et qui pourrit potentiellement. D'accord. Donc c'est mieux avec ce petit toit. Et puis si vous êtes bricoleur, effectivement, vous pouvez toujours faire un petit quelque chose. Je pense qu'on a abordé toutes les questions. Alors sur les boules, les boules de graisse, on a fait à peu près le tour. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est la même chose chez vous. Hein. C'est vraiment facile à préparer et à renouveler autant que faire se peut. Et puis bon, avec la neige qui est arrivée, etc., c'est le moment de s'y mettre. On va en profiter avant la fin de ce live pour annoncer alors le nom du gagnant. Hein. Donc je reprends. Donc la question c'était quel est l'oiseau dont on vous a parlé et qui a un masque rouge. Donc Estelle, la bonne réponse c'était le chardonneret élégant. Le chardonneret élégant, bravo. Alors donc on va dire bravo à la gagnante qu'on a tirée au sort et qui est Maude Madeleine Arts. Donc Maude Madeleine, on va prendre contact avec vous en message privé à la fin de ce live et on vous adressera un abonnement à des temps de jardin. Je regarde, il nous reste 2-3 minutes. Si on a 2-3 questions. Alors, on a Marco qui nous parle du soleil de sa région provençale qui peut nuire. J'avoue que je ne comprends pas très bien si ça concerne les graines. Aux boules de graisse peut-être. Aux boules de graisse parce que ça les fait peut-être fondre, je ne sais pas. Mais bon. Ça peut être ça. Et du coup, dans les régions dans du le sud, on peut-être plus les mettre dans un endroit avec de l'ombre ou voilà. D'accord. Peut-être un peu plus. Parce qu'en effet, si le soleil est un peu fort, ça peut les faire fondre. Hein. C'est la margarine, donc ça fond assez rapidement. Donc peut-être privilégier l'ombre dans certaines régions, en effet. Et à l'inverse, dans les régions de montagne où il y a de la neige, si la neige vient se mélanger sur des graines ou des fruits posés au sol, c'est un problème pour les oiseaux? Ils vont savoir faire le tri? Oh, ils vont savoir faire le tri. Après, c'est un peu le même sujet que pour de l'eau de pluie, c'est que ça risque aussi d'abîmer potentiellement les graines ou les morceaux de fruits, donc surveiller ça. Mais donc il faut être, il faut être bienveillant et il faut être surtout vigilant, vérifier que il reste de quoi manger, renouveler régulièrement, comme nous l'a expliqué Estelle. Et puis si c'est un peu sale, faire un petit coup de nettoyage régulièrement. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup Estelle d'être venue participer à ce live. Merci pour tous ces bons conseils. Et puis ce soir, c'est décidé en rentrant à la maison, opération boule de graisse avec les enfants et on remercie la LPO Île-de-France et Estelle qui sont venues ici. Et retrouvez-nous très bientôt. Donc je vous remonte la couverture de Des Temps de Jardin qui sera en kiosque dès demain. Et puis retrouvez-nous aussi sur le site destempsdejardin.com et sur tous nos réseaux sociaux. Merci Estelle. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée et à une prochaine pour un prochain live.